créé en 1934 et nommé Dolisie, en rapport avec Albert Dolisie, un ancien compagnon de Pierre Savorgnan de Brazza, à la suite de leur mission d'exploration qui a abouti à faire du Congo une colonie française. La ville de Dolisie, appelée Lubomo entre 1975 et 1991, est située dans la partie sud de la République. Au Congo-Brazzaville, l'éducation remonte à la nuit des temps, tandis que l'enseignement institutionnel dans l'histoire, se confond à celle de la colonisation française, était en voie de prendre corps, avec la naissance des premières écoles favorisées par le gouverneur Antonetti. C'est ainsi l'historicité de cette ascension éducative est retracée par le colonel en retraite des forces armées congolaises Charles Maboussou, historien en son temps. Natif de Dolisie, il relate les prémices de l'ascension de ces écoles. N'en sont mentionnées la participation toute honorable des confessions religieuses, à savoir les catholiques et les protestants. Ainsi, voici l'histoire de la ville de Dolisie. Il faut dire que c'est une ville qui est très jeune, parce que Dolisie aura en 2024 90 ans. Dolisie a été créée par arrêté du 27 janvier 1934. Avant que l'administration centrale ne descende ici à Dolisie, eh bien c'est l'Oudima qui était le centre principal, le centre administratif principal. Et quand Antonetti vient en 1930, il est venu en 24, en 1934, il prend cet arrêté, il y a une refonte administrative de l'administration et du territoire, et il prend l'arrêté du 15 mai 1934. Dans cet arrêté, il y a création de la circonscription de la Lubomo, avec Lubomo comme chef. Donc il deviendra tout de suite après Dolisie. Voilà. Et il fallait déménager, parce qu'il n'y avait absolument rien ici. Michel Romano, dans son livre « L'aventure de l'or et du Congo océan », dit que lorsque la gare de Dolisie a été inaugurée, tout autour, il n'y avait que la brousse. Donc, il n'y avait absolument rien. Et les premiers administrateurs qui ont été affectés ici travaillaient et partaient dormir à l'Oudima, parce que c'est là-bas où ils étaient d'abord avant de venir. Et donc, on a fait le déménagement. Le déménagement a été fait et on est venu s'installer ici. Les choses commencent à partir de 1934. En passant tout à l'heure, si vous avez fait attention à la droite, eh bien, on voit 5 bâtiments. Voilà, c'était les tout premiers bâtiments en matériaux durables, voilà, de Dolisie. De la décolonisation et ses différentes péripéties administratives est née la toute première école. Et donc on va créer la première école. Dolisie est née en 1934, 4 ans plus tard. C'est en 1938. Voilà, la première école est là. Nous avons ici un bâtiment en nu, mais tout au début, lorsque ce complexe a été construit, il n'y avait que cette aile gauche et l'aile droite. L'aile droite, c'était l'école. Et l'aile gauche, c'était toutes les administrations. Le chef du département travaillait ici, le chef de district travaillait ici, le gendarme était ici, la justice était ici, les eaux et forêts étaient ici, là, dans cette aile. Cette aile a été ajoutée, disons, le côté là, juste en face de nous, a été ajouté en 1941. Et donc, voici la première école de Dolisie. On l'ouvre le 15 mai 1934, 1938. Et les premiers élèves qui étaient là, c'est le président Pascal Lissouba à l'époque, n'est pas président, les Malalou, les Mankou, voilà, un autre, un certain Henri Kess. Voilà, c'était les premiers élèves. Et ils sont donc venus ici en 1938, le 15 mai. Et le moniteur qui était là, c'est M. Marcel Ongombe. Marcel Ongombe, qui est un Gabonais, c'était un métis gabonais. Vous savez, à l'époque, c'était l'AEF. Quand vous étiez un cadre supérieur commun de l'AEF, on peut vous affecter dans les 4 territoires, voire le Cameroun, parce que c'était l'AEF Cameroun. Voilà, donc Marcel Ngombe est venu ici comme moniteur, le tout premier moniteur. Et donc il a enseigné ici
38, 39, 40, 41, on avait déjà de CE2. Voilà, donc la première salle, quand on est en 1939, il y avait le débutant et le cours préparatoire. Voilà. Et en 1941, on avait déjà 4 classes, CP1, CP2, CIE1 et CIE2. Voilà. Et ça, c'est jusqu'en 1941. L'école installée, la résultante et la réticence de certains parents qui ne donnaient pas leur accord de principe. Mais vous savez que c'était assez difficile pour avoir les élèves. C'est difficile parce que celui qui a rendu l'école obligatoire, c'était le chef de département Jacques Roguet. Pourquoi? Mais parce que les parents ne voulaient pas donner leurs enfants. Regardez par exemple, j'ai ici un témoignage que j'ai tiré du livre Au pays des palmiers. Ils disent, en 1910, l'école de Mazilla ouvrit ses portes. Un missionnaire, Joséphina Nilsson, était arrivé et elle commença une école avec 20 enfants. Il est à noter que ces enfants étaient venus dans l'intention de travailler et non pas d'aller à l'école. Ils comptaient surtout sur le salaire que ce travail leur donnerait. Dans la classe, il régnait la peur parmi nous tous. Nous pensions qu'on ferait de nous des sorciers, car c'était cela ce que nous avaient dit nos vieux avec une grande conviction. Ils nous disaient qu'aucune personne ne peut apprendre à lire sans devenir en même temps un sorcier. Ainsi, quand il commença par nous demander notre nom, personne n'osa dire le sien. Il en était ainsi quand il voulait savoir le nom de nos parents et le nom de nos villages. Personne n'osait dévoiler quoi que ce soit. Nous ne voulions pas vraiment tromper notre enseignant, mais d'une part, nous avions peur nous-mêmes d'être frappés par un mal. Et d'autre part, nos parents nous avaient formellement interdit de dire aux Blancs nos noms ou les leurs, car avait-il dit, si vous dévoiliez nos noms, nous mourrons sur le champ. Oui, en effet, c'était pour nous un moment difficile. Jamais nous n'allions à l'école la joie au cœur, mais toujours remplis d'une grande angoisse et de beaucoup d'inquiétude. Effectivement, le premier semestre terminé, quand nous rentrâmes dans nos villages respectifs pour nous reposer un peu, un assez grand nombre d'élèves ne revint jamais en classe. Nous étions cependant assez nombreux à revenir. Mais avant de quitter le village, nous dûmes subir beaucoup de rudes épreuves de la part de nos parents. Ils nous dirent que c'était avec une grande douleur qu'ils nous voyaient maintenant nous opposer à la volonté de toute la famille. Et qu'il était évident que quand les Blancs s'occuperaient totalement de nous, cela signifierait la ruine de toute la famille. Nous partîmes quand même, mais nous dûmes partir sans la moindre aide de la part de nos familles. Ils ne nous donnèrent pas d'aliments, rien, absolument rien. Donc vous comprenez très bien que c'était difficile tout au début. Et quand Roguet vient, il va rendre justement l'école obligatoire. Et vous comprenez aussi que pourquoi il y a eu cette résistance de la part des parents. Il y avait aussi le fait qu'il y avait 2 mains laborieuses qu'on soustrayait de la famille. Parce que les enfants, c'était quand ils grandissaient, quand ils avaient 13, 14, 15 ans, c'était pour les pièges. Les enfants étaient là pour les pièges, les enfants étaient là pour les travaux champêtres, pour aider les parents. Les enfants étaient là pour la chasse. Et quand tout de suite vous venez retirer 2 mains laborieuses d'une famille, eh bien c'était un scandale. Et beaucoup de familles ont opposé une résistance. Et ce que Roguet a fait, lorsque Jacques Roguet est arrivé, eh bien Jacques Roguet, quand les parents n'étaient pas d'accord, quand ils voyaient qu'il y avait une résistance auprès d'une famille, il mettait le chef de famille en prison. Beaucoup de chefs de famille à Dolisie et même dans les villages environnants ont écopé des peines de prison de 15 jours. Ils ont passé la prison ici parce que justement, ils résistaient, parce qu'ils ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école. Bien sûr que les parents ont pris goût parce que, voyez-vous, les premiers certifiés à Dolisie, ceux qui ont le certificat d'études primaires, qu'on appelait le certificat indigène, eh bien, c'est en 44, 45, 46, 47. Il y en a qui commencent déjà à travailler. Il y en a qui apportent le salaire à la maison. Et donc, ceux qui ont envoyé les enfants à l'école étaient heureux. Ceux qui n'ont pas envoyé les enfants à l'école, eh bien, ils sont obligés de prendre l'exemple, de suivre. Voilà. D'emboîter le pas. Et c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Donc, voilà la première école.
Et pour la petite histoire, le président Lissouba est passé par ici. C'est un des premiers élèves. Marcel Ngombe est la deuxième école qui voit le jour, du nom du premier moniteur de Dolisie. Bien, nous sommes ici dans l'enceinte de la deuxième école de Dolisie. Bon, il faut dire l'école de l'enseignement officiel. Parce qu'il y avait l'enseignement officiel et l'enseignement des missions. C'était un peu l'école privée. Nous avions deux missions à l'époque, la mission catholique et la mission protestante. Nous sommes ici donc dans l'enceinte d'une école d'enseignement officiel. Voilà, donc l'enseignement de l'État. Alors, là-bas, nous avons dit que les classes s'arrêtaient au CE2 et que le premier moniteur s'appelait monsieur Marcel Ngombe. En 1941, j'ai oublié de dire que Marcel Ngombe a été enrôlé dans les rangs de l'armée française parce qu'il était un citoyen français. Il est parti combattre et c'est M. Mabonzo qui l'a remplacé là-bas, sur le site de l'ancienne école. Après lui, il y a eu M. Meya qui est venu. Et en 1941, vient à la tête de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, le gouverneur général Félix Eboué. Il va réformer l'enseignement. Il y a, avec la réforme Eboué, l'enseignement du premier degré et l'enseignement du second degré. Dans l'enseignement du premier degré, il y a ce qu'on appelle les écoles de village, dans les villages, et l'école régionale. Et voilà, nous sommes ici donc dans l'enceinte de l'ancienne école régionale, qui est devenue, bien sûr, on le dira, l'école Marcel Ngombe, en souvenir justement de ce premier moniteur de Dolisie. Et donc, ici, il y avait donc, avec la réforme Eboué, les études primaires commençaient du CP1 jusqu'au CM2. Au CM2, on faisait des certificats d'études et on allait, quand on était reçu et quand on était un bon élève, on préparait le concours d'entrée à l'école supérieure. Et donc, il y a l'enseignement du premier degré, où il y avait donc les études primaires, du CP1 au CP2, et aussi, il y avait ce qu'on appelle le centre d'apprentissage. Pour ceux qui arrivaient au CM2 et qui n'étaient pas capables d'avoir leur certificat et qui étaient bloqués parce qu'ils n'étaient pas très intelligents, eh bien on avait prévu un centre d'apprentissage où on trouvait une ferronnerie et une menuiserie. Et malheureusement, il y a un mur maintenant, mais le centre d'apprentissage était de l'autre côté là-bas. Voilà, on l'appelait, nous, couramment, parce que j'ai fait l'école ici, on l'appelait couramment l'atelier. Et il y avait dans cette réforme de Eboué, du gouverneur général Félix Eboué, l'enseignement du second degré. Dans cet enseignement, il y avait ce qu'on appelle les écoles supérieures. Et chaque territoire, parce que vous savez que l'AF avait 4 territoires. Il y avait le Gabon, le Moyen-Congo, l'Oubangui-Chari qui est devenu la République centrafricaine et le Tchad. Et donc, dans chaque territoire, il y avait une école supérieure. C'était un peu le collège, bien sûr. Et chez nous, ici, l'école supérieure du Moyen-Congo était installée ici à Dolisie. Cette école était établie ici à Dolisie. Et les toutes premières années, nous allons en parler d'ailleurs, puisque nous allons sur le site de Mbunda. Voilà. Mais j'en parle parce que les 3 premières années de l'école supérieure du Moyen-Congo, eh bien, les élèves étaient logés ici. Ils étaient internes. Ils faisaient l'école ici, ils étaient logés ici. Quelqu'un m'a dit que les conditions n'étaient pas très bonnes parce que ils dormaient sur des lits. Vous savez, si vous avez été au village, on faisait des lits à partir des fourches, voilà, des fourches d'arbres, et puis on passait quelques petites poutres, et voilà, on arrangeait le lit. Et ça se passait comme ça, mais en 1945, eh bien, ils ont eu une très belle école, on en parlera, c'est l'école de Mbunda, le site de Mbunda, de l'ancien village Mbunda. Les premières promotions, c'est pourquoi j'en parle d'ailleurs ici, les 3 premières promotions de l'école supérieure du Moyen-Congo étaient ici, dans le site de l'école régionale. Voilà, nous avons connu des maîtres ici. Grevose
était le chef du secteur scolaire. C'est comme ça qu'on appelait les inspecteurs des écoles primaires en ce temps-là. Donc après Brémondy, il y a eu Grevose. Mais Grevose travaillait là, il avait son bureau sur le site justement de l'école régionale. Et les inspecteurs ne sont venus, l'appellation d'inspecteur d'école primaire n'est venue que, allez, à la fin des années 50, 58, 59, 60. Et sinon, M. Grevose n'a pas été le premier directeur. Le premier directeur, c'était M. Henri de Koum, un Camerounais. Voilà. Après lui, il y a eu Dadé Damongo Emmanuel, jusqu'en 46, 47, et est venu M. Bétou Gabriel. Dans les années 50, au début des années 50, 51, 52, M. Dekoum est revenu encore, voilà, comme directeur de cette école régionale. Voilà. Et les écoles de village, les écoles régionales recevaient les meilleurs élèves des écoles de village. Voilà. Et le certificat d'études a été passé ici à Dolisie. Le tout premier certificat, c'était en 1944. Et il y a eu 8 élèves d'admis à Dolisie sur 140 dans tout le territoire du Moyen Congo. Voilà ce qu'il y avait à ajouter sur l'école régionale qui est devenue un peu plus tard l'école Marcel Ongombe. Moi j'ai connu M. Théous qui a été directeur ici, j'ai connu M. Dongala qui a été directeur ici, j'ai connu M. Mwanga qui a été directeur ici. Eh bien voilà, donc nous sommes sur le site de l'école régionale qui est devenue, je crois, en 74-75, école Marcel Ongombe. Et nous avons dit que Marcel Ongombe, je vous dis plus le répéter, c'est celui qui a été le premier moniteur là-bas. Ancien de cette école dite régionale, il se rappelle de son passage. Il y a une source là-bas. Là-bas, il y avait un bois de fer. On voit encore. Ceux-là sont encore là, qui existent encore. Il y avait pas mal de bois de fer ici. Voilà, des arbres. Il y avait un arbre ici où il y avait une cloche. C'était une jante de véhicule, de pneus. Et on venait avec un morceau de fer frappé pour annoncer la récréation ou encore pour annoncer la fin de l'école. Il y avait ça. Mais je me rappelle encore aussi parce que nous verrons lorsque nous serons sur le site de Mbunda, voilà, de l'école supérieure du Moyen Congo, parce qu'il faut le dire. Hein. Lorsque nous serons sur ce site, eh bien, nous parlerons justement des élèves maîtres. Voilà, ce qui était dans la section normale A, qui était disposé parce qu'ils étaient disposés à l'enseignement. Mais je me rappelle que quand ils venaient, ils avaient un petit véhicule. Ils venaient ici. Voilà, là, ils venaient récupérer les élèves maîtres le soir, après les cours à 17 h, pour qu'ils aillent justement là-bas à Mbunda. Et ils avaient un camion avec une mascotte. Leur mascotte était un chien qu'on appelait Flac. Eh bien, Flac avait un numéro. Quand le véhicule démarrait à toute vitesse, eh bien, Flac courait derrière et sautait dans la voiture. Et ça, les petits badauds que nous étions très heureux de voir ce genre de numéro. Et ça, c'est un souvenir. L'autre souvenir, vous voyez, il y a une classe qui est là-bas. J'avoue que je faisais beaucoup l'école buissonnière. Je fouillais l'école, voyez-vous. Et lorsque ma grand-mère m'a mené ici, il y avait là M. Maudit, un monsieur très très gentil. Voilà, Maudit Diawara, le père de Diawara. Enfin, ceux qui connaissent l'histoire du Congo, ils savent que cet homme a marqué l'histoire de notre pays. Ange Diawara, eh bien son père était là, il habitait tout au fond là-bas, parce que tout au fond il y a des écoles, il y avait des maisons, justement, des maîtres. Voilà leur logement. Et M. Maudit m'enfermait ici, parce que l'école, on venait à 7 h jusqu'à midi, on allait à la maison, on revenait à 15 h, 14 h 30, 15 h, jusqu'à 17 h. Mais M. Maudit, pour me punir, m'enfermait dans cette classe là-bas. Il m'enfermait, et puis, comme ça, il était très paternel. J'entendais frapper à la porte, et quand j'ouvrais, il y avait sa femme qui était là avec une assiette de sakasaka avec du riz, me donnait du sakasaka et du riz. Vous voyez, c'était paternel, et ça, je n'oublierai jamais ça.
Je n'oublierai jamais cette cloche qui était là. Je me rappelle, nous jouons à la marelle. Là. Vous connaissez la marelle? Eh bien, c'était des espèces de carrés. Eh bien, on sautillait. On jouait à la marelle là, je me rappelle. Il y avait la cloche qui était là. Il y avait ce numéro de Flac, le chien, la mascotte de Mbunda, du collège moderne qui est devenu le collège normal de Mbunda. Eh bien, cette mascotte, jusqu'à présent, eh bien, je m'en rappelle toujours. Voilà quelques souvenirs. Eh bien, bien sûr, cette place ici, là, j'ai fait mon CP là. Dans cette place, là, ici, j'ai passé mon CP. C'était en 63. J'ai passé mon CP et heureusement, gloire à Dieu, j'étais reçu. Et à cette époque-là, quand on était reçu, eh bien, on griffonnait partout. Titus sur les cheveux, au dos, partout sur la culotte. Eh bien, on vous griffonnait de partout. Titus, c'est-à-dire que je crois comprendre que c'est titulaire. Enfin, je ne sais pas, enfin, on disait Titus. Et on courait. On se roulait par terre de joie. Et les parents, quand ils vous voyaient venir avec des écrits partout, étaient rassurés. Ah, mon enfant est admis. C'était la joie à la maison. Et les enfants qui n'étaient pas admis, eh bien, ils n'avaient pas ces écrits-là. Ils partaient en pleurant à la maison. Voilà, c'était un bon souvenir, c'est vrai, que j'ai passé mon CP ici. Je me rappelle encore du titre de la dictée, c'était une biche. Il y avait un mot qui a surpris tout le monde, c'était Nézané. Beaucoup de gens ont mis S à né. Voilà, ZS. Beaucoup de gens, je me rappelle, quand on est sorti, ah, comment tu écris Nézané? Ben écoutez, comme il y avait la liaison, Nézané, les gens pensaient qu'il y avait un S. Je me rappelle encore, oui. Bien sûr, ça me rappelle. Et voyez-vous, c'est maintenant que je néglige un peu ce site. Quand j'étais en activité à Brazzaville, lorsque je descendais ici en mission, lieutenant, capitaine, quand je descendais ici, eh bien, le soir, je venais méditer ici. Je me disais, merci Seigneur, tu as fait de moi quelqu'un, eh bien, c'est dans ces bâtiments-là, J'étais souvent là, au coin, sous l'arbre où il y avait la cloche. Il faut dire qu'à cette époque, quand j'étais ici, je suis ici jusque dans les années 60, hein, à l'indépendance. Voilà, 60, 63. Il n'y avait que ce bâtiment qui est là-bas, 2 bâtiments, 3 bâtiments, celui-ci. Celui-ci est venu bien plus tard, en 63, celui qui est là. Et les autres ont été ajoutés. Les autres bâtiments ont été ajoutés. Le troisième site est celui de Yulupungi, qui n'est autre que la mission suédoise. Les péripéties. Nous sommes ici sur le site de la mission évangélique suédoise. Voilà. Ils viennent s'installer ici en 1937. Ils ont l'autorisation d'ouvrir la mission et c'est justement le troisième chef de département du Nyari Ogowe, qui était M. Roguet, qui leur avait justement accordé cette permission, cette autorisation de bâtir une mission ici, le consistoire de Dolisie. Eh bien, il a été bâti ou créé par M. Samuel Jonsson. Mais l'élément précurseur qui est venu préparer, voilà, tout sur place, venir évangéliser, c'était Noé Temi. Noé Temi qui est le père du docteur Baboka. D'abord, sa maison était juste au point là-bas parce que nous en reparlerons. Tout ce côté était réservé aux catéchistes et aux moniteurs, voire les pasteurs africains. Bien. Alors, ils ont l'autorisation d'ouvrir la mission et d'ouvrir aussi une école. Et voilà, la première école est là. La première école de l'église évangélique suédoise. Voilà, la mission évangélique suédoise. La première école est ici. Et le premier directeur, nous l'avons dit, c'était Jonsson Samuel. Et au cours de cette rentrée, nous avons dit que à l'école urbaine ou encore officielle, la rentrée a eu lieu le 15 mai 1938. Mais ici aussi, ils ouvrent en 1938. Eh bien, c'était le 15 septembre qu'ils ont ouvert cette école. Eh bien, pour la petite histoire, j'avais dit que l'école était obligatoire. C'est M. Roguet qui a rendu l'école obligatoire. Et c'est vrai parce que quand Roguet fait ses tournées,
là, dans les villages environnants, à 50-60 km, il arrive dans le village qu'on appelle Maboukou. Maboukou, et il cause avec le chef de village qui était là, et il voit un enfant revenir à la pêche, avec une canne à pêche. Ouf, il avait déjà quelque chose comme 14-15 ans. Et cet enfant, c'était le patriarche que nous avons connu ici, Kikouangot, Simon Pierre. Alors il demande au chef de village, il dit, à qui est cet enfant? Le chef de village qui savait très bien que ceux qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école passaient quelques jours là de prison à Dolisie, a dit, ah ben c'est pas mon enfant, c'est pas mon enfant, il avait refusé. Et en fin de compte, lui, le chef de département dit au petit Kikouangot, qui devait avoir 14-15 ans, allez, prenez votre petit sac, prenez vos habits, je vous amène à Dolisie à l'école. Avez-vous des paroles là-bas? Il dit, oui, je connais monsieur Mafoy, c'est mon grand frère. Il dit, allez, prenez vos habits. Et malheureusement pour le chef, eh bien, l'enfant rentre justement dans sa maison. Et Rogué dit au chef, mais vous dites que ce n'est pas votre enfant, et qu'est-ce qu'il va faire dans votre maison? Qu'est-ce qu'il va faire là? Et le chef était obligé de demander, présenter des excuses auprès du chef de département, voilà, pour l'avoir menti. Et il a pris l'élève, justement, il l'a emmené ici à Dolisie. L'élève, c'était Kikouangot, il va d'abord aller là-bas à l'école officielle, à l'école urbaine, la première école, et Marcel Ngombe va lui dire, monsieur, vous venez en retard, parce qu'on était déjà au mois de septembre, alors que la rentrée avait eu lieu là-bas au mois de mai. Au mois de mai. Et donc, le jeune n'a pas été reçu. Et d'ailleurs, il dit même que Marcel Ngombe lui avait dit qu'il était très malingre. Et voilà le jeune qui repart à Maboukou, à pied bien sûr. Il repart à Maboukou. Et très certainement, 2 mois plus tard, le chef de département Rogué a fait encore une tournée par là-bas et il revoit le jeune. Il lui dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que vous êtes revenu alors que je vous ai amené à Dolisie? Il dit, le maître ne m'avait pas reçu. Et il reprend l'élève, il l'emmène ici. Il l'emmène ici. Il y avait le directeur qui était là, le Suédois Jonsson. Et il lui dit, voilà, acceptez cet élève dans votre école. Et donc, Kikouangot, c'est pour vous dire qu'il a été le premier des élèves, parce qu'il y avait une promotion de 20, il était ici le premier élève, avec 19 autres. Je crois que dans la promotion, il y avait très certainement quelque chose comme 5 filles. C'était merveilleux. Voilà, donc, la première école de la mission évangélique suédoise est là. Voilà, l'école protestante. Quelque temps après, dans les années 41, on avait déjà le CE2. Le CE2, et ce qui s'est passé avec la réforme Eboué, les protestants et les catholiques ont aussi marché au pas. Voilà. Et il y avait donc dans le cycle primaire, il y avait le CP1 jusqu'au CM2. On s'arrêtait au CE2 ici et on allait passer faire le CM1 là-bas, à Ngouedi. On passait le certificat d'études au CM2 et il y avait là-bas, après le CP, on choisissait ou la branche d'enseignement ou la branche de catéchiste. Voilà. Et M. Kikouangot avait choisi l'enseignement. Et il est revenu ici même encore en 45. En 45, il a été élève maître ici. Bon, enfin, les choses n'ont pas tellement bien marché. Il avait démissionné de l'école. Donc voilà ce qui se passait. CE2 ici, avec la réforme Eboué dont nous avons parlé sur le site de Marcel Ngombe, eh bien, le CM1 et le CM2, les élèves, les meilleurs élèves d'ici, allaient le passer là-bas, en Ngouedi. Voilà, ça c'est, disons, nous sommes là à l'école de la mission évangélique suédoise. Mais ce site, il faut que je vous le dise, est très riche d'enseignements historiques. Il n'y a pas que ça. En 1964, voilà, les Suédois viennent construire ici un collège d'enseignement général. C'est le CG Amar. Voilà. On voit encore les bâtiments. Voilà, il y a un qui n'a pas de toit. Tout ça, c'est des bâtiments du CG Amar. L'école primaire, c'était ici. Derrière, là-bas, il y avait un internat. C'était un collège d'enseignement général avec internat. Et il n'y avait pas que ce CG. Lorsque ce site est ouvert en 1964,
les protestants formaient leurs élèves, les élèves maîtres, enfin les moniteurs en Ngwedi, depuis 1930. Mais en 1964, on transfère le collège normal de la formation des moniteurs protestants ici. Donc lorsque l'école, le CG Amar est créé, eh bien il y a aussi une école de formation d'instituteurs. C'est en 1964 qui s'installe ici que le collège Amar est créé. Mais il va se passer quelque chose. En 1965, il y a ce qu'on appelle la nationalisation de l'enseignement. C'est, je crois, la loi 3265 du 12 août. Les écoles sont nationalisées. Il n'y a plus des écoles de mission. Ça n'existe plus. La mission catholique n'a plus d'école. La mission protestante n'a plus d'école. Eux, ils sont réservés. Ils sont là pour le culte. Ils sont là pour l'instruction religieuse. C'est tout. Mais le côté école, l'État prend tout. C'est la loi 3265 du 12 août 1965. Alors, l'école est nationalisée et le CG Amar revient à l'État. La toute première année, il y avait des protestants, des Suédois qui étaient ici. Le directeur, c'était un Suédois. Celui qui s'occupait de l'intendant, c'était un Suédois. Il y avait pas mal de femmes suédoises qui enseignaient ici. Et puis, à partir de 1966, eh bien, on voit venir les Noirs. Le premier directeur noir, c'était M. Kondamambou. Et voilà, on peut voir là-bas tout au fond, voilà sa résidence. C'est là qu'il habitait, son logement. C'est M. Kondamambou, qui est le tout premier. Et voilà, le CG Amar, il faut dire que a beaucoup brillé dans le sport, dans le handball. Eh bien, le CG Amar a vraiment marqué l'histoire de ce pays ou de cette région, si vous voulez. Pourquoi avoir choisi le nom Amar? Amar, qui était-il là? Bien. Pourquoi le CG Amar? Nous avons dit que c'était un CG de la mission évangélique suédoise. C'est vrai qu'il y avait déjà l'autonomie. L'autonomie de l'église protestante est venue en 61. C'est vrai que les Suédois avaient cédé le témoin aux Congolais, hein, avec... ils ont cédé le témoin aux Congolais avec, bien sûr, l'église évangélique du Congo. Voilà, le EEC. Passez-moi l'hésitation. Voilà, l'église évangélique du Congo. Ils ont reçu le témoin, mais les Suédois étaient toujours là. Ils participaient toujours au financement. Il y avait très certainement beaucoup de financement ici à l'école, les fournitures, il fallait les acheter et les Suédois étaient toujours là, l'ombre des Suédois était toujours là. Et pourquoi Amar? Eh bien, simplement parce que M. Johan Amar a été le premier pasteur qui est venu ouvrir une église protestante sur le territoire congolais. C'est ça. Il est parti de Madzia, il est parti de Nganda, du Congo belge, bien sûr, de Zaïre aujourd'hui, pour la jeunesse qui ne maîtrise pas ces mots-là, eh bien le Congo belge, c'est aujourd'hui le Congo démocratique. Ils sont partis de là-bas avec sa femme Maria et une caravane. Ils sont arrivés à Madzia en 1909 et ont ouvert la première église protestante, voilà, à Madzia. Et c'est donc en souvenir de ce premier pasteur que cette école a été baptisée. Voilà, en souvenir de M. Johan Amar, qui a donné l'exemple, parce que après l'exemple de Amar, plusieurs jeunes pasteurs suédois sont venus, il faut dire, ils ont pris d'assaut le Nyari. Il y avait une mission suédoise du côté de Banda, il y en avait là-bas. À Badouma, il y a une mission suédoise du côté de Sibiti. Le Sibiti était encore le Nyari, attention, il faut le dire. Sibiti faisait partie du Nyari, le Nyari Ogowe. Et bien là-bas aussi, à Indo, ces protestants, ces Suédois avaient bâti une église. Et donc, en souvenir de tout ça, ils ont donné à cette belle école qu'ils ont créée, à ce collège qu'ils ont créé, le nom du CG Amar. Et donc, il s'agit de M. Johan Amar. Voilà ce qu'il faut dire sur cette appellation d'Amar. C'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas, pensent très certainement que Amar c'est un Congolais. Non, c'est un Suédois. C'est un Suédois. Et il faut dire aussi que ce site, tout à l'heure je l'ai dit, était riche d'enseignements historiques. Voyez-vous, tout au fond là-bas,
c'était un peu le panthéon de la région. Et même avant qu'on arrive du côté panthéon, eh bien, ce site était un marché d'esclaves. C'était un marché d'esclaves parce que la piste des caravanes qui quittait le haut pays, donc du côté de, il faut même remonter plus loin, du côté de Lubangui-Chari, descendait et arrivait dans la vallée du Poul, voilà, la vallée du Djoué, passait par là et la route passait exactement ici. Et quand les esclaves étaient vendus, on passait avec ces esclaves par ici, là. Là, il y avait une piste ici et c'était un coin de repos. C'est un relais. Ce plateau, ce beau plateau, était un relais. Et lorsqu'il y a eu le mouvement abolitionniste de l'esclavage, ce qui s'est passé, c'est qu'à Luango, on ne pouvait plus vendre les esclaves et il y avait une stagnation le long de la piste des caravanes. Les carrefours et aussi les points de repos étaient devenus urbanisés, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc ça favorisait l'esclavage de l'intérieur. Les gens quittaient du côté de Mont-Saint-Jean, je ne sais pas dans quel autre district venir, enfin dans quelle autre contrée, venir acheter des esclaves ici et ça coûtait moins cher. Avec un sac de sel, vous aviez un esclave par ici, sur ce plateau. Donc il y a donc ce côté de marché d'esclaves, mais il y a aussi le fait que tout au fond là-bas, je dirais, j'emploie le mot panthéon, je mets ça entre parenthèses, ici on enterrait les vieux chefs Kouni, tout au fond là-bas. Eh bien, selon un rite, on mettait donc le chef dans la fosse, et puis on mettait 2 pointes d'ivoire et on recouvrait tout ça de terre. Les pointes d'ivoire, c'était pour montrer la richesse, la puissance du chef. Mais monsieur Mboukou, un grand chef qui a vécu ici, un chef de quartier, le chef de quartier Bakouni, en 1995, est venu ici avec moi. Il m'a montré justement le fameux cimetière qui était au fond là-bas. Enfin, il n'y avait plus de tombe, hein. Les protestants avaient tout arraché. Il m'a dit que non, ce n'était pas à cause de la richesse qu'on mettait les pointes d'ivoire, mais plutôt il fallait calmer la colère du défunt. Parce qu'avant, dans cette région, il faut le dire, avant, lorsqu'on enterrait un chef, lorsqu'un chef mourait, on l'enterrait avec ses esclaves vivants et avec une de ses épouses. Quand il avait beaucoup d'épouses, on prenait une épouse. On mettait d'abord en bas de la fosse des esclaves vivants, 2 ou 3 esclaves vivants. On mettait le mort, le chef mort, et on mettait une épouse vivante en haut et on recouvrait tout ça de terre. Et lorsque les Blancs sont arrivés, ils n'étaient pas d'accord avec ces coutumes barbares. Ils ont arrêté cela net. Et ce qui s'est passé, pour calmer justement la colère du défunt, eh bien, il fallait placer 2 pointes d'ivoire, là, qui remplaçaient justement, parce que l'ivoire coûtait très cher, on le sait, l'ivoire coûtait très cher, et donc ces 2 pointes d'ivoire remplaçaient et les esclaves et l'épouse, c'était justement pour calmer la colère du défunt. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce plateau. Un plateau qui est aujourd'hui riche d'enseignements historiques. Voilà, le collège Amar, un très beau collège qui a beaucoup brillé. Aujourd'hui, on voit les bâtiments presque en ruine. À 4 ans, parce que Dolisie a été créé en 1934. Eh bien, 4 ans, Dolisie avait très certainement, allez, on peut dire quelque chose comme 1000, 1500 habitants. Et ces quartiers que vous voyez tout au fond là-bas n'existaient pas. La première agglomération africaine se situait juste là, du côté de l'hôpital général aujourd'hui. C'est des maisons qui allaient vers la mission Saint-Paul, jusqu'un peu avant Tila. Et plus bas, ça arrivait jusqu'au lac qui est derrière l'hôpital général. Donc vous comprenez très bien qu'en 1938, il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Mais lorsque, plus tard, dans les années 50, les différents quartiers que nous connaissons, les 11 quartiers que nous connaissons ici à Dolisie, vont être créés parce que l'Eurostom a fait une très belle étude, une très grande étude sur les villes de Potopoto, Mungali et Dolisie. Et en 1951, l'étude date de 1954, en 1951, Dolisie avait déjà 8000 habitants. Et donc, il fallait penser à ces gens qui habitaient plus loin. Le quartier Bakongo existait déjà en 1951.
quand on voit l'étude de l'Eurostom, justement. Le quartier Bakongo existait. Mais imaginez-vous quelqu'un qui va quitter le quartier Bakongo vers la rivière Lubomo, monter ici pour prier ou venir ici pour l'école. C'était, il faut dire, assez peinant, assez fatigant. Et ce que les missionnaires suédois ont fait, ils ont ouvert une autre école plus bas là-bas, dans le quartier Bakongo justement. C'est ce qu'on appelle l'école évangélique de la cité. Et moi, j'ai même fait mon CM2 là-bas, en bas là-bas. Ils ont donc déconcentré. Il y avait une église là-bas qui existe encore. Bien sûr, c'est pas l'église originale, hein, celle qui est là, avec un beau clocher. C'est pas l'original. L'original était tombé en 57. Mais il y a une école qu'ils ont dû construire en 56, 57. Voilà, comme ça, les élèves qui sont vers le fond là-bas font les études là-bas. Et ceux qui sont un peu vers ici, ils peuvent venir là, dans cette école. Originaire du Niari, plusieurs cadres sortis de cette école ont brigué plusieurs fonctions. Il a cité quelques-uns. Bah, écoutez, moi je vais donner un exemple simplement. Vous voyez, nous apercevons là-bas des arbres. C'est la concession de M. Baboka. M. Baboka est l'enfant de Noé Temi, qui est l'un des premiers pasteurs noirs, ici, du Moyen Congo. M. Noé Temi, avec Miss Joseph, du Niari, Noé Temi et deux autres. Ils sont quatre ou six, les tout premiers pasteurs. Noé Temi est venu ici comme surveillant. C'est lui d'ailleurs qui a été l'élément précurseur pour venir préparer justement cette mission-là, cette mission évangélique suédoise. Donc l'enfant de Noé Temi a fréquenté ici M. Baboka. Il est devenu aujourd'hui un grand médecin en France. Mais il a même été, au temps du président Lissouba, comme je crois bien secrétaire d'État chargé de la santé. Je crois que ça doit être la santé ambulante. Je n'ai plus en tête exactement son titre à cette époque. M. Baboka est passé ici. Eh bien, on peut parler de M. Kikungangot. Nous avons un CGK au fond, le nouveau lycée de Tahiti porte le nom de Kikungangot. Mais Kikungangot a fait partie des premiers élèves qui sont passés ici. Voilà, il est devenu d'abord au temps de la colonisation en 1957. Il faisait partie justement de ce conseil de gouvernement commandé par, à la tête, il y avait le gouverneur du Moyen Congo et puis venait M. Opango. Il était là comme ministre dans ce gouvernement. Mais après, quand le président Youlou a pris les rênes du pouvoir, mais M. Kikungangot est passé plusieurs fois ministre. Kikungangot était ici. Et M. Kikungangot est même passé maire de la ville de Dolisie en 1994 jusqu'en 1997. Voilà ce qu'on peut dire sur ceux qui sont passés ici. Mais il y a aussi des gens qui ont eu, par exemple, des diplômes de doctorat en théologie, qui sont passés ici. Je connais un qui est décédé déjà, mais bon, j'oublie simplement M. Ngimbi. Ngimbi, docteur en théologie, est passé ici dans cette école, les tout premiers élèves. Justement, nous avons parlé des gens qui ont habité ici, des gens qui sont devenus des ayatollahs, hein, des fous de Dieu. Eh bien, là-bas, il y avait Noé Temi. On peut apercevoir tout au fond là-bas quelques arbres. C'est justement sa résidence en tant que pasteur. Il était là, ils ont dû racheter ou hériter, je ne sais pas. Mais voilà, je suis ici avec un descendant de Noé Temi. C'est un petit-fils de Noé Temi. Mais bien sûr, un petit-fils, parce que vous avez bien la face d'une jeune fille qui a fréquenté avec moi à l'école évangélique cité, Boboté Jeanne. Boboté Jeanne, oui. Elle est qui pour vous? Elle est ma mère. Ah, c'est votre mère? C'est ma mère. Ben, bien sûr, ben alors. Et Baboka, c'est mon grand-père. Bien sûr, Baboka, c'est votre grand-père. Voilà, donc voilà, nous sommes ici. Il y a encore des descendants justement de ce pasteur, voilà, qui sont encore sur le site. Vous habitez à côté? Oui, j'habite. Ah, c'est vous qui habitez chez le docteur là, voilà. Docteur Baboka? Il vient quand même ici? Oui, il est à Brazza. Il est à Brazza en ce moment? En ce moment. Ben, il serait content de venir voir sa mission. Il va être un peu découragé avec ce que je vois là. Hein? Vous ne travaillez pas très bien ici. Hein? Il faut débroussailler de temps en temps. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui, il faut le faire. Voilà, c'est un beau site que les Suédois vous ont laissé. Nous ont laissé, pas vous ont laissé, nous ont laissé. Et nous avons le devoir de tenir les lieux très propres. Merci. Voilà. Allez, Baboka, merci. Votre nom c'est? C'est Batola Serge. Batola Serge. Merci bien. Voilà, donc c'est une école qui a formé. Mais là encore, nous ne parlons que de cette époque des Suédois. Mais le collège Amar aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de cadres congolais sortent de cette école, des grands cadres congolais sortent de cette école.
Au fil des temps et des années arriva inexorablement l'année 1951. Mais nous avons encore une autre école de mission, ce qu'on appelait l'enseignement privé. L'école de mission, nous avons une là, à Saint-Joseph, qui a été créée justement, dont l'inauguration a eu lieu en octobre 1948. Voilà. Il faut dire que les catholiques sont venus un peu après, hein, dans l'enseignement. Voilà. Ils sont venus un peu après. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que la mission Saint-Joseph, la mission Saint-Paul a été bâtie en 1944. Et c'est en 1946 qu'ils ont envoyé les pères qui étaient à Punga, à Notre-Dame-des-Victoires de Punga, parce que cette région dépendait de Punga. Voilà, c'était la seule église qui était dans la région. Voilà, qui était d'abord en Tsessé, Notre-Dame-des-Victoires de Tsessé. Ils sont venus à Punga et Punga venait évangéliser. Quand ils ont fini donc la construction de Saint-Paul en 1944, et ils ont envoyé ici un prêtre à demeure. C'était le père Michel Joseph. Et c'est là, en 1946, il a pensé à la construction des écoles aussi. Et en 1948, la première école des prêtres catholiques a été créée, là, Saint-Joseph. Arrivé un peu plus tard, la mission catholique implanta sa toute première école. Nous sommes ici dans l'enceinte de l'école Saint-Joseph. Il faut dire que c'est la deuxième école de mission qui a été créée à Dolisie. C'est la mission catholique. Nous avons dit que l'église catholique était basée à Tsessé d'abord, Notre-Dame-des-Victoires de Tsessé, ensuite ils sont partis dans les années 20, à la fin des années 20, 1929, ils sont partis là, à Punga. Et donc cette région dépendait jusqu'en 1946 de Punga. Et le premier prêtre à demeure, nous l'avons dit là-bas, sur le plateau du Yulupungi, le premier prêtre à demeure qui est venu ici, c'était le père Michel. Le père Michel était un licencié en histoire. Et il a tout fait pour que à Dolisie, il y ait une école catholique. Et voilà, la première école catholique est là. Voilà, aujourd'hui, c'est une école, on peut voir les bâtiments, les toitures sont en tôle. Mais tout au début, c'était en tuiles, si vous voulez, ce qu'on appelle le kunza, la paille, c'était en paille. Voilà, il y avait deux bâtiments tout au début, il y avait ce bâtiment-ci et ce bâtiment-là. Celui-ci et celui-là ne sont venus que bien plus tard. Il y avait donc simplement deux bâtiments. Voilà, donc le premier directeur de cette école, c'était lui-même M. Michel. Voilà, Joseph Michel, le père Joseph Michel est le premier directeur de cette école. On peut, parmi les enseignants qui étaient là, donc je dis que cette école a été inaugurée, ouverte en octobre 1948, avec les enseignants comme le monsieur Mavioka Hilaire, monsieur Niémé Marius, ils étaient ici comme enseignants. Et parmi les premiers élèves de cette école, il y a par exemple madame Mwambele qui a été ici, comme maire de l'arrondissement numéro 2, déjà décédée. Il y avait Kouzondissa Patrice qui a été professeur des universités, là à Brazzaville. Il y a Batoukeba, Batoukeba Émile, mon ancien à l'école générale Leclerc, qui a été ici aussi comme élève, l'un des premiers élèves, la première promotion qui est rentrée ici en 1948. Il y avait aussi, ici à Dolisie, il est encore là, le docteur Yabango, qui faisait partie justement de cette promotion, la toute première promotion de cette école Saint-Joseph. En 1975, nous savons très bien qu'il y a eu une cascade de débaptisation, une véritable cascade au temps du président Marien Ngouabi. Et cette école a été débaptisée. Donc à partir de 1975, on l'appelait école Charles Kibangou. Charles Kibangou, c'était un militaire, aussi mon ancien à l'école générale Leclerc.
Il était sergent-chef déjà. Je crois qu'il était pilote d'hélicoptère. Voilà. Et il y a eu un accident malheureusement, là, un Kitélé, dans le fleuve même, où nous avons perdu peut-être bien 5 à 6 militaires de l'armée de l'air. Et Charles Kibangou faisait partie justement de ces militaires qui étaient morts là-bas, dans le fleuve. Hélicoptère, il y a eu un crash d'hélicoptère dans le fleuve même. Et il fallait les repêcher. Voilà. Et Charles Kibangou est passé ici. Il a fait, je crois, en 58, il a dû faire son concours pour entrer à l'école générale Leclerc. Il est passé ici. C'est vrai qu'il est de Montbello, enfin, les villages qui sont du côté de Montbello. Mais enfin, il a fait son CM2 ici, dans cette école-là, Charles Kibangou, mort pour la nation. Et c'est tout à fait normal que ce nom ait été donné à cette école-là. Et puis, la conférence est arrivée, la conférence nationale souveraine est arrivée, du 25 février, je crois, au 10 juin. Eh bien, tout le monde sait qu'il y a eu encore des débaptisations. Il y a eu des actes, bien sûr, que la conférence prenait, très certainement que les catholiques, enfin, les écoles privées ont aussi eu droit à un acte où leurs écoles leur ont été rendues. Parce que souvenez-vous que lorsque nous étions là-bas sur le site de Yulupungi, nous avons dit qu'il y a eu une nationalisation en août 1965. Eh bien, les protestants, les catholiques et les salutistes sont partis réclamer aussi leur dû. Leur dû, c'était justement qu'on leur redonne leurs écoles. Et voilà, cette école est revenue de plein droit aux catholiques. Là-haut, en bas là-bas, l'école évangélique citée est revenue de plein droit aux protestants. Eh bien, les salutistes aussi ont eu leurs écoles. Et voilà, elle est redevenue encore école Saint-Joseph. Mais je m'étais un peu rebellé contre cela. Moi, j'avais pensé quand même que Saint-Joseph, très bien, mais Saint-Joseph, c'est un saint, voyez-vous. Mais je pensais qu'il fallait privilégier Charles Kibangou qui est mort pour la nation. Il est mort pour c'est une mission commandée, une mission de l'État congolais. Mais je pensais qu'il fallait privilégier Charles Kibangou. Eh bien, non. Aujourd'hui, l'école s'appelle École Saint-Joseph. Voilà, débaptisée. Voilà ce qu'on peut dire sur cette école-là, qui a formé aussi beaucoup de cadres. Nous avons cité Kouzon Sissa, qui est sorti professeur d'université. Nous avons cité Batos, Batoukeba, Yabango, qui a fini ici comme grand médecin. Il a été directeur départemental dans la Lekoumou, ici à Noulizi, enfin dans le Niari, dans la Bouenza aussi. Voilà une école qui a formé les grands cadres aussi. Et je me rappelle encore, lorsque j'étais au CM2 en bas, il y avait un monsieur qui était ici comme directeur, c'est M. Koudimba Joachin. C'est un bel homme et puis très intelligent. Malheureusement, il avait sombré dans la folie. Il a mal terminé sa vie. Dommage pour cet homme-là qui a bien formé des élèves ici. Voilà ce qu'on peut dire sur cette école-là. Je crois que nous pouvons aller à l'Évangélique Cité, qui n'est pas très loin d'ici. On doit être peut-être bien en voiture à 5 minutes. Une nouvelle école vit le jour afin de rapprocher les élèves des quartiers éloignés. Cette nouvelle acquisition est l'œuvre de la mission protestante. Les protestants et les catholiques voyaient aussi grand. Et ils ont pensé que dans la mesure où la ville grandissait et que certains quartiers étaient situés très très loin de là où il y avait l'école, la première école et la toute première mission, il fallait déconcentrer les choses. Et ils ont acquis ce terrain en 1947-1948. Déjà, en 1951, on a commencé la construction de Fatima, qu'on va inaugurer en 1953. Et les protestants ne sont pas restés en marge. Ils sont venus ici, ils ont commencé aussi à construire la mission qui est là-bas, disons l'église, et aussi l'école à partir de 1952. 52, l'école est terminée, l'école se construit et en 54, voilà, on inaugure l'école, on ouvre l'école et c'est la rentrée d'octobre 54 qu'on a vu toutes ces portes que nous voyons là ouvertes.
Voilà, ça c'est un petit-fils à moi, un petit-fils que je vois ici. Je parle de petit-fils parce que moi j'ai été élève ici. Voilà, vous êtes encore élève ici? Oui. En quelle classe? Troisième. Troisième. À notre époque, il n'y avait pas de collège. Hein? À notre époque, il n'y avait pas de collège ici. On s'arrêtait au CM2 et on faisait le concours, soit pour rentrer au collège, au lycée de Pointe-Noire ou au lycée de Brazzaville, voilà, ou à l'école générale Leclerc, ou au collège normal de Dolisie. Voilà, on avait ces possibilités-là. Mais vous, maintenant, il y a une école secondaire qui est ici aussi. Voilà, vous êtes en troisième. C'est vous, votre classe. Ah, c'est là-bas. Mais voilà, donc il y a eu une espèce de révolution de l'école primaire. On est passé donc à l'école secondaire ici aussi. Et vous êtes ici depuis quand, mademoiselle? Regardez là. Depuis le CM2. Et puis vous êtes en quelle classe aujourd'hui? Troisième. Ben voilà, félicitations. Vous êtes dans une très belle école, une école très sérieuse. Je suis passé ici et je peux vous dire une chose, je ne voudrais pas me jeter les fleurs. Je peux vous dire que quand j'étais ici, il y avait un peu ce que vous appelez aujourd'hui les devoirs départementaux. Hein. Mais bien, à notre époque aussi, on le faisait. Il y avait l'inspection des écoles primaires qui organisait par exemple, un devoir, vous voyez, et avec toutes les matières, hein, comme au CP. Et le meilleur élève qui sortait justement, le meilleur élève, ben, moi j'ai été un de ses meilleurs élèves. Tout se proclamait là-bas, à l'école du marché. On y allait, toutes les écoles, on se réunissait là-bas et on disait le premier. Et moi je fus un des premiers. Mais les élèves de Dolisie, de ma génération, le savent très bien. C'est pour vous dire que vous êtes dans une école sérieuse. Alors continuez ainsi. Vous comprenez? Vous allez aussi, moi j'ai fini comme colonel. Et peut-être que vous aimez l'armée, vous? Oui. Vous aimez l'armée? Oui. Vous voulez devenir des lieutenants, des colonels aussi? Oui. Des générales? Oui. Ben voilà, c'est très bien. Ben alors donc, essayez de bosser dur. Hein? Prenez vos études au sérieux. D'accord? Voilà, vous êtes mes petits-enfants, parce que moi j'ai été sur thème 2 là. Voilà, vous êtes donc mes petits-enfants. Mais bravo, je vous souhaite voilà, la réussite. Okay? Voilà. Les confessions religieuses ont également joué leur partition plus que remarquable dans l'élan d'avancement des écoles, à l'exemple de l'école de la Cité chez les protestants. Le premier lycée de Dolisie, baptisé Justin Victor Sato, s'implante. Donc, avant 1975, il n'y avait pas de lycée. Le premier lycée a été créé ici à Dolisie en 1975. Avant 1975, eh bien, lorsqu'on voulait aller au lycée ici à Dolisie, on faisait soit le concours d'entrée au lycée Savognon de Brazza, ou soit le concours d'entrée au lycée Victor Augagneur. Il y a un nouveau commissaire du gouvernement qui est là. C'est M. Justin Victor Satou. Il a été commissaire du gouvernement ici de 1974 à 1979. Il va se battre pour la création d'un lycée à Dolisie. Et gloire à Dieu, il a gagné ce combat. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Parce que c'était difficile pour certains Dolisiens qui partent à Pointe-Noire, qui n'avaient pas des parents. C'était très très difficile. Voilà. Et en 1975, le lycée a été inauguré. Nous avons dit que la cérémonie d'inauguration avait été présidée par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire d'alors, Jean-Pierre Gombe. Et dès lors, le lycée s'appelait le lycée Vladimir Lénine. Parce que nous avons de nouveaux dieux. Les dieux congolais, c'était, nous avons le marxisme-léninisme, et nos dieux, c'était les Mao Tse-tung, les Lénine, les Marx. Voilà. Et donc, ce lycée a été débaptisé en l'honneur ou en souvenir de Lénine pour ce qu'il a fait pour la Révolution mondiale.
Voilà. Et voilà, ce lycée, Lénine, a fait son petit bonhomme de chemin et nous arrivons en 1996. C'est en 1996. Satou, qui était quand même à l'origine de ce lycée, il faut l'avouer, est mort en 1995, comme nous le verrons tout à l'heure. Eh bien, en 1996, on débaptise encore le lycée. Du lycée Lénine, ce lycée devient le lycée Justin-Victor Satou. Donc, en reconnaissance de ce que a été cet homme. Lui, Satou, est né là, en Gangou, du côté de Banda, en 1929. Il a fait son école primaire, d'abord à Banda, à l'école de Loubetsi, et il est venu poursuivre ses études ici à l'école régionale. Parce que nous avons dit que les élèves, les écoles du village préparaient les élèves pour les envoyer dans les écoles régionales. Ça, c'est la réforme Eboué. Il est venu, il a eu son CP ici. Nous n'allons pas dire tout sur sa vie parce que bah oui, là, ça a été un grand travailleur. Voilà. Et voilà, après son CP d'études, il est devenu infirmier. Il a dû changer de carrière, il a choisi l'administration et il a terminé cette carrière avec le grade d'administrateur des SAF. Voilà. Mais en dehors de cela, Satou a été l'un des, disons, des premiers hommes politiques, voilà, du Niari. Parce que en 1951, il va adhérer au PPC de Jean-Félix Chikaya. Voilà, comme militant simple. Et puis, bon, brillant garçon, il se fait remarquer par Chikaya et il est candidat ici aux élections de l'Assemblée territoriale de 1952. Voilà. Et le PPC rafle toutes les sièges. Il y a Kikouangot qui passe comme conseiller territorial. Goura, qu'il était déjà dans le premier quinquennat de 46 à 52. Voilà. Goura. Angorémon. Un autre, c'était exploitant forestier, Auguste Nzungu. Voilà. Ils étaient 5 avec Satou. Il a été ministre plusieurs fois depuis 1959, dans le premier gouvernement formé par Youlou, jusqu'en 1963, il a occupé des postes ministériels. Donc ça a été une grande personnalité de Dolisie. Voilà. Et il a pris sa retraite ici et nous avons dit qu'il a été commissaire du gouvernement à partir de 1974 jusqu'à 1979, commissaire du gouvernement ici. Et il est mort le 29 décembre 1995 et inhumé chez lui le 6 janvier, à Banda, le 6 janvier 1996. Du militaire, l'historien Charles Maboussou s'est impliqué à son tour dans l'enseignement. Eh bien, j'ai été, vu ce que Dolisie a fait de moi, qu'on le veuille ou pas, peut-être que si je n'étais pas né ici, je ne serais jamais colonel de l'armée. C'est une vérité. C'est une vérité. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accompagné un jour mon neveu, là, au CG central, et j'ai vu ce directeur qui se plaignait. Mais on n'a pas de prof d'anglais, mais c'est pas possible, on n'a pas de prof d'anglais. J'ai dit, quoi? Vous voulez un prof? Eh bien, je suis là. Il me connaissait, père son âme, il est décédé déjà. Et il m'a dit, je vous donne 2 sixièmes et 2 quatrièmes. Eh bien, toute l'année scolaire de 2010, eh bien, j'ai enseigné au CG central. Je n'ai rien demandé. Pas le moindre radis, non. Je n'ai absolument rien demandé. Et au contraire, j'ai mis mon argent